Bonjour à tous et à toutes. Avec Hans, je vous présente les premiers résultats d'un paper qui sera publié au cours du mois d'avril sur pensionstat.be. Ce paper porte sur les droits dérivés et leur impact sur l'écart de pension. Les droits dérivés sont les pensions en cas de divorce et de survie. Qu'est-ce qu'on va vous présenter après l'introduction? Je passe à la méthodologie, ensuite les résultats pour les pensions de survie et finalement les pensions de divorce. Pourquoi avons-nous rédigé ce paper? Nous l'avons déjà dit ici aujourd'hui, mais les chiffres de PensionStat se limitent à la population récente. Les droits dérivés ne sont donc pas inclus dans les chiffres du site web. Ces chiffres ou ces résultats de notre paper ajoutent donc tout ce qui vient d'être publié sur PensionStat. Dans notre paper, on se pose la question de savoir dans quelle mesure les droits dérivés ont une influence sur l'écart de pension. En raison du temps, on ne peut pas vous présenter tous nos résultats, mais uniquement une sélection. On se limite à la situation des personnes âgées de 65 ans ou plus en raison à l'indemnité de transition ne sera pas traitée lors de la présentation. Quelle était notre méthodologie? Nous nous sommes également basés sur l'indicateur de l'écart de pension qui indique à quel point la pension d'une femme est plus élevée ou plus basse que celle d'un homme. Nous observons spécifiquement deux sous-groupes. Tout d'abord, les personnes à la retraite qui sont veuves ou veuves, donc pour la pension de survie, et puis les personnes divorcées pour les pensions de divorce. Pour ces deux sous-groupe, on va calculer deux écarts de pension avec droits dérivés, donc l'écart comme il existe aujourd'hui, et ensuite l'écart de pension sans droits dérivés. La différence entre les deux écarts montre en fait l'impact de ces droits dérivés sur l'écart de pension. Dans ce paper, l'importance des droits dérivés est également recherchée pour toute la population, donc non uniquement pour ces deux sous-groupes. Nous n'avons pas énormément de temps aujourd'hui, donc nous pouvons uniquement vous présenter les résultats de ces deux sous-groupes. Comment avons-nous fait cela? Nous avons utilisé des données d'échantillage du Data Warehouse Marché de travail protection sociale. L'écart a été calculé à base des pensions légales payées en décembre 2017. On ne tient pas compte des pensions complémentaires dans ce paper et tous les montants sont des montants bruts. Important de vous dire, les pensions de divorce pour les salariés sont enregistrées depuis 2007 dans le cadastre des pensiers. Donc, c'est une banque de données qu'on utilise pour calculer l'écart de pension. Cela a également un impact sur les analyses pour les pensions de divorce et nos analyses sur leur impact sur l'écart de pension. Nous avons dû limiter ces analyses aux personnes divorcées de 65 jusqu'à 74 ans. Passons à la partie intéressante, à savoir les résultats, donc l'impact de la pension de survie sur l'écart de pension parmi la population veuve. Avant de passer à ces résultats, je dois vous expliquer un peu la pension de survie. Hans et moi avons essayé de résumer la législation sur la pension de survie sur une seule diapo et ce n'est pas évident du tout. Nous avons dû éliminer beaucoup de détails ou les omettre, mais donc en quelques mots, qu'est-ce que la pension de survie? C'est une pension pour les veufs et veuves. Pour y avoir droit, le conjoint doit être décédé et le partenaire survivant doit répondre à un certain nombre de conditions, dont une condition d'âge. Comment est-ce qu'on calcule cette pension? Donc, c'est vraiment résumé, mais dans le régime des salariés et des indépendants, la pension de survie est similaire à la pension de retraite pour le partenaire et donc pour un célibataire en fait, mais beaucoup de veuves et veuves ont eu leur propre carrière et ont pu accumuler leur propre pension de retraite. C'est possible de la cumuler ou combiner avec une pension de survie, mais c'est limité. Donc c'est la limite de cumulation.
Cette limite est de 110% de la pension de retraite du partenaire décédé pour toute une carrière. Dès que cette limite est dépassée, la pension de survie est limitée jusqu'à cette limite, ce plafond. Dans le régime des fonctionnaires, il y a un autre calcul. Je n'ai pas énormément de temps aujourd'hui, donc je ne vais pas vous l'expliquer en détail. On passe immédiatement à nos résultats. Vous vous en souvenez, je vous l'ai déjà dit, la pension de survie a un impact sur l'écart de pension. Pour ce, on fait une comparaison de l'écart de pension avec et sans pension de survie. Vous voyez la comparaison ici sur la diapo. Dans la situation actuelle parmi les personnes veuves en décembre 2017, on remarque les marquages en rouge, donc c'est l'écart de pension avec pension de survie. On remarque qu'il est de 6% en général. Qu'est-ce que cela implique? La pension moyenne des veuves est 6% de plus bas que la pension des veufs. On remarque que cet écart est stable et varie de 4 jusqu'à 8% au maximum. Ensuite, l'écart de pension sans pension de survie. Donc, là, on remarque que l'écart augmente fortement de 6% à 67%. Qu'est-ce que cela implique? La pension moyenne d'une veuve est de 67% plus basse que celle des veufs sans paiement de pension de survie. Ensuite, la division par âge. Là, on remarque que l'écart de pension augmente si on vieillit. Donc, l'écart de pension est de 53% dans la tranche d'âge la plus jeune et de 78% dans le groupe des personnes ayant 85 ans ou plus. Donc, à base de cette diapo, on peut conclure que la pension de survie est la plus importante pour ceux qui ont 85 ans ou plus. La prochaine diapo. Ensuite, nous avons comparé les deux écarts et cela démontre clairement que la pension de survie diminue l'écart entre les hommes et les femmes. Pour mieux comprendre les faits, cette diapo observe ou montre quelques statistiques supplémentaires. À gauche, vous voyez le pourcentage de personnes veuves avec une pension de survie. On voit que la grande majorité des veuves reçoit une pension de survie. On remarque que 93% des veuves reçoivent une pension de survie, mais en vert, les veuves, donc les hommes, là, 18% reçoivent une pension de survie. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit que le pourcentage des femmes, des veuves avec une pension de survie augmente avec l'âge. C'est ce qu'on voit en rouge. Plus la veuve est âgée, plus souvent, elle reçoit une pension de survie. Donc, dans la catégorie la plus âgée, donc 85 ans ou plus, 97% des femmes reçoivent, ou des veuves reçoivent une pension de survie. Ensuite, à gauche, qu'est-ce qu'on voit? C'est la moyenne. Et la pension de survie moyenne des femmes veuves est plus élevée. On remarque que la moyenne est de 1164 comparée à 374 pour les veufs. Donc, on remarque que le montant de la pension de survie montre une corrélation positive avec l'âge. Maintenant, on se focalise sur tout ce qui est en rouge. Plus la veuve est âgée, plus son montant de pension de survie est élevé en moyenne. Donc, je résume ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. On constate clairement que les pensions de survie diminuent l'écart de pension entre les hommes et les femmes. Et à base de ces deux figures, on remarque qu'il y a deux raisons derrière tout ça. Les pensions de survie diminuent l'écart de pension entre les hommes et les femmes parce que procentuellement, plus de femmes que d'hommes reçoivent une pension de survie et parce que le montant est en moyenne plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette pension de survie moyenne des femmes est plus élevée que celle des hommes?
une des raisons est que les femmes touchent une pension de retraite plus basse, ce qui mène à des pensions de survie plus élevées. C'est ce qu'on voit sur cette diapo. On voit que les femmes reçoivent en général des pensions de retraite plus basses. Sur l'axe des X, vous voyez le montant par 200 € et sur l'axe des Y, on voit le pourcentage des personnes veuves ou veuves dans cette catégorie. Qu'est-ce qu'on remarque? 70% des veuves, donc uniquement en rouge, 70% des veuves a une pension de retraite d'au maximum 800 € par mois. Comparé avec le vert, on remarque qu'il y a quasiment pas de veuves avec une pension de retraite tellement basse. Donc en général, les femmes ou les veuves ont des pensions de retraite plus basses. Ensuite, cela mène à une corrélation inversée. C'est ce qu'on voit de la deuxième figure. Sur l'axe des Y, on voit le montant divisé par 200 € et sur l'axe des Y, on remarque donc le total avec la pension de survie et la pension de retraite en vert. Cette figure vous montre que si la pension de survie est plus élevée en rouge, la pension de retraite est plus basse et vice-versa. Plus la pension de retraite est élevée, plus la pension de survie est basse. On remarque qu'il y a donc une communication entre ces deux, ce sont des vases communicants. De ce fait, on remarque que l'addition du rouge et du vert ne change presque pas. Donc, partout, on remarque que c'est un peu pareil, sauf dans la dernière catégorie. Comment est-ce possible que la pension totale complètement à droite est plus élevée? C'est parce qu'il s'agit d'une catégorie vraiment atypique. Là, il n'y a pas de plafond pour l'axe des X. Comment est-ce possible qu'il y ait une corrélation inverse entre le montant de la pension de survie et la pension de retraite? Je viens de dire qu'il y a une cumulation dans la législation pour la pension de survie. Qu'est-ce que cela implique? S'il y a une pension de retraite élevée, il y a un plafond jusqu'à une certaine limite. Donc, si la pension de retraite est plus élevée, la pension de survie est plus basse et vice-versa. Le montant de cette pension de survie et de retraite sont des vases communicants, donc c'est vraiment dû à la législation des pensions. Oké, ik ga nu dezelfde oefening doen die Joy gedaan heeft voor de overlevingspensioenen. Je vais faire le même exercice pour les pensions de divorce et je vais vérifier l'impact de ces pensions aux personnes divorcées. Je vais tout d'abord vous expliquer en quelques mots la législation. Je serai très bref. Quelle est la condition la plus importante? Il faut être divorcé, cela coule de source. Et ensuite, pour les fonctionnaires, là, on remarque une condition particulière qui s'y ajoute. Dans le régime des fonctionnaires, on y a uniquement droit si l'ancien partenaire est décédé. Tant que le fonctionnaire avec qui tu étais en couple vit encore, on n'a pas droit à cette pension de divorce. Donc, il faut attendre son décès. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de pensions de survie dans ce régime de fonctionnaire qu'une pension de divorce. Ensuite, en quelques mots, pour les salariés et les indépendants, on reçoit uniquement cette pension pour les années mariées et on reçoit 62,5% de l'accumulation de pensions de l'ancien partenaire dans une certaine année. En général, il y a une limitation basée sur la propre accumulation de pensions pour les fonctionnaires. Le calcul suit le calcul de la pension de survie. Donc, c'est tout à fait différent. Ensuite,
Joy vous a déjà montré quelques statistiques. En rouge, vous voyez l'écart de pension actuel pour les hommes et femmes divorcés. Nous remarquons que les femmes divorcées touchent une pension 15% plus basse que celle des hommes. Si on ne donne plus cette pension de divorce, l'écart augmente jusqu'à 22%. Le fait qu'il y a ces pensions diminue l'écart de 22 à 15%. Il est intéressant de le comparer aux pensions de survie qu'on a vues avant. Là, on a remarqué que l'écart est diminué de 67% jusqu'à 6%. Donc, il y a une réduction limitée de l'écart, mais l'écart était déjà plus limité au début si on ne tient pas compte des droits dérivés. Évidemment, il y a encore des âges, mais je ne vais pas vous expliquer tout ça en raison du temps. Donc, il y a un impact limité sur l'écart de pension pour la pension de divorce. Donc, il y a une certaine diminution de l'écart, mais pour mieux comprendre tout ça, on vous montre encore quelques statistiques supplémentaires. À gauche, qu'est-ce que vous voyez en analogie avec ce qu'a dit Joy? Vous voyez le pourcentage de personnes divorcées avec une pension de divorce. 60% des femmes reçoivent une pension de divorce et 21% des retraités divorcés reçoivent une telle pension. Si on observe le montant accordé aux femmes, oui, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui y ont droit, mais le montant n'est pas élevé, surtout si on le compare avec la pension de survie. Je crois que la moyenne était de 1100 €, mais ici, la pension de divorce est de 242 pour les femmes et pour les hommes, c'est encore plus bas, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on remarque une réduction de l'écart de pension? C'est la même explication qu'avant pour les veuves. À gauche, on voit la répartition par le montant de la pension de retraite. Et il y a beaucoup plus de rouge à gauche comparé au vert. Et cela indique que les femmes divorcées ont des pensions de retraite plus basses que les hommes divorcés. Et c'est intéressant de le comparer avec les veuves. Avant, Joy vous l'a montré, je ne sais pas si vous le savez encore, mais 70% des veuves avaient une pension de retraite de moins de 800 €. Ici, on voit l'inverse. 70% des femmes retraitées divorcées à une pension de retraite de plus de 800 €. Donc, c'est intéressant de remarquer que ces femmes ont une carrière plus substantielle que les femmes veuves. Donc, on ne l'a pas creusé, mais ce serait intéressant de creuser ce point à l'avenir de la recherche pour voir dans quelle mesure la législation autour de la pension de survie a créé dans le passé des carrières courtes dans le cas de beaucoup de veuves, vu que tout le monde sait que la pension de survie peut être combinée avec le travail dans une mesure limitée. Donc, c'est bien possible que beaucoup de femmes aient perdu leur mari à bas âge et aient arrêté de travailler pour avoir droit à cette pension de survie. On ne va pas plus expliquer cela, mais donc, en résumé, on remarque que les femmes divorcées ont en général des pensions de retraite plus basses que les hommes divorcés. Et à droite, vous voyez la cause inverse. Et cela explique pourquoi l'écart de pension est comblé par cette pension. Je ne vais pas vous expliquer l'écart de pension. Vous savez très bien ce que c'est, mais quelle était notre méthodologie pour mesurer la différence entre l'écart de pension avec et sans droits dérivés. Nous avons vérifié à quel point ces droits dérivés sont importants et à quel point l'inégalité est influencée par ces droits. Dans cette présentation, nous l'avons observé séparément pour deux populations et après, on a aussi une approche plus globale. Nous avons remarqué qu'il y a un énorme impact des pensions de survie sur l'inégalité de pension des veuves, mais l'impact est beaucoup plus bas dans le cas de la pension de divorce pour les retraités divorcés.
Pourquoi est-ce que les droits dérivés diminuent l'écart de pension? D'un côté, c'est parce que les femmes ont une pension de retraite moins élevée. On remarque une corrélation inverse entre le montant de la pension de retraite et le montant des droits dérivés. Et finalement, pourquoi est-ce qu'il y a une plus forte influence dans les cas des veuves que dans les cas des femmes divorcées? Il y a une double explication. La première partie de l'explication se trouve dans la législation. La pension de survie est calculée de façon plus avantageuse que la pension de divorce. Et ensuite, on remarque que les femmes divorcées ont eu une carrière plus substantielle que les femmes veuves, et d'où l'influence plus forte des droits dérivés. Voilà, nous avons remarqué que la pension de divorce, mais surtout la pension de survie, diminue fortement l'écart de pension. Si c'est notre objectif de combler cet écart, on peut indiquer que pour la génération de pensionnés actuels, on réussit. Mais pour terminer, encore quelques points de critique ou de discussion qu'on veut vous communiquer. Je me pose la question de savoir si la diminution de l'écart de pension constitue le seul critère pour voir si ces droits dérivés peuvent être calculés comme ils sont calculés, ou s'il y a d'autres systèmes qui sont meilleurs. Nous avons remarqué que le montant de pension pour les veuves est à peine influencé par la propre pension de retraite. Donc, si tu as travaillé beaucoup ou peu, ça n'importe. La pension totale reste pareille. Et c'est bien de la perspective de l'écart de pension. Une personne avec peu de pension de retraite reçoit quand même beaucoup de pension de survie et une bonne pension totale. Mais il y a d'autres critères pour l'observer, à savoir le travail doit donner une certaine rémunération. Et de cette perspective, c'est moins optimal. Ensuite, nous l'avons déjà beaucoup remarqué, si le critère est de diminuer l'écart de pension, on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres systèmes qui y réussissent mieux. Il y a la proposition de splitting pour les divorces. Le gâteau est divisé en deux et ça me semble très réel que c'est une bonne idée pour la diminution de l'écart de pension des personnes divorcées ou en général. Avec ces remarques, je vais terminer ma présentation. J'ai compris qu'avec l'intervention de Edgard van Hove, que vous pouvez poser vos questions. Voilà. Je travaille à l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, donc je dois souvent présenter des chiffres. On les analyse ou les produit nous-mêmes. Dans le contexte des pensions, nous demandons vraiment des chiffres depuis plusieurs années. Beaucoup de personnes dans la salle savent très bien que je viens demander des chiffres. C'est vraiment une journée historique et cela me réjouit de recevoir ces chiffres. Et en soi, à la fin de la journée, beaucoup a déjà été dit. Ce sera un peu répétitif, mais c'est bien. Comme ça, vous pourrez tout sauvegarder dans votre mémoire. Donc, les chiffres de Joy et Hans le montrent très bien. Plus on retourne dans le temps, plus on regarde les anciennes générations, plus on remarque que les femmes ont moins de droits accumulés. Et on voit vraiment l'effet générationnel dans les graphiques. Les femmes qui ont maintenant 85 ans ou plus ont vraiment vécu dans un tout autre contexte. À l'époque, les femmes allaient uniquement travailler en dehors du foyer si c'était avantageux au niveau financier. Et à l'époque, il y avait très peu de travail à temps partiel, donc c'était vraiment une carrière à temps plein. Mais cela ne se faisait pas dans les familles où il y avait suffisamment d'argent. C'est un contexte qu'on néglige souvent. Il y a aussi le statut du conjoint ou de l'aidant. C'est un statut qui existe depuis 2007. Donc, c'est une toute autre histoire.
Qu'est-ce qu'on remarque encore? Il y a toujours eu des femmes qui ont accumulé toute une carrière, qui ont eu de bons revenus, etc. Mais c'était vraiment des exceptions. Et c'est de moins en moins le cas. Cela devient de moins en moins normal. Il y a de plus en plus de femmes qui ont une carrière complète. Et j'entends que l'écart de pension est inversé dans le cas des non-mariés. Et là, je me dis, ce sont peut-être des femmes qui étaient de telles exceptions. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Au travers des générations, il y a plus de temps partiel. Donc, avant, il y avait un job par famille, une personne qui devait gagner tout l'argent, et on passe à un job et demi par famille. Et c'est ce qui se reflète aussi dans les chiffres. Qu'est-ce qu'il faut encore mentionner? Au cours de leur vie, les différentes générations ont vécu des attentes genrées différentes. C'est ce que je remarque aussi dans d'autres chiffres. Nous nous situons vraiment au milieu d'une évolution de la vision globale. Et ce n'est pas d'un jour à l'autre que ça change et qu'une génération est terminée. Il y a des idées qui ont une longue vie, des idées qui ont une vie moins longue. Les femmes pensionnées maintenant, surtout dans les catégories les plus anciennes, n'étaient pas responsables pour le revenu de la famille, mais étaient responsables pour le foyer, le ménage, le nettoyage, etc. Gagner de l'argent, ce n'était pas leur tâche. C'est ce qu'on oublie souvent dans l'histoire, et c'est un élément qui me manque aussi un peu. Moi, j'ai 52 ans. Quand j'ai entamé mes études, je viens du Limbourg, cela peut aussi avoir joué, mais ce n'était pas évident du tout. Ce sont des éléments dont on ne tient pas toujours suffisamment compte. Il faut voir toute l'histoire, tout le contexte et quelle était la vie de ces personnes. Ce sont des chiffres, mais il y a des personnes derrière. Il y a une question qui me manque, à savoir qu'est-ce qu'une pension juste? Aujourd'hui, j'ai déjà entendu à plusieurs reprises que le système belge est basé sur les cotisations. Plus on cotise, plus on reçoit. Il y a aussi une correction importante pour prévenir la pauvreté, éviter la pauvreté. En 89, j'ai suivi des cours de Herman de Leek. Je ne sais pas si vous le connaissez, si son nom vous dit quelque chose. C'était un des professeurs qui a aidé à créer le système de sécurité sociale. Dans son premier cours, il a dit que le système des pensions en Belgique était incroyable, mais ne fonctionnait pas bien parce que les femmes voulaient travailler. Le problème des pensions était que les femmes voulaient travailler. Et là, le système ne marchait plus. Je crois que c'était une petite astuce pour faire sortir les féministes de son auditoire. Mais en principe, il y a une certaine vérité dans cette pensée. Le système est basé sur une personne qui gagne le pain. Ça fonctionnait bien. Et après, la société a évolué et cela ne marche plus. Et le système n'a pas vraiment été adapté. On ajoute des règles et ainsi on arrive dans un système extrêmement compliqué et personne ne sait encore l'expliquer. Heureusement, il y a MyPension et là, on peut vérifier où tu te trouves. Mais en fait, il nous faut un système de pension limpide et univoque. Dans ce cas, on n'aurait peut-être pas besoin de MyPension, mais c'est une petite remarque à côté. Qu'est-ce que je remarque quand on discute des pensions? Il y a un certain nombre d'assumptions derrière, et des fois, on ne les interroge pas. En tant que spécialiste de genre, pas forcément en statisticienne, c'est un point que je veux mentionner. On suppose que les salaires étaient justes. Il y a des cotisations qui sont basées sur les salaires et on suppose que les salaires étaient justes, mais souvent ce n'était pas le cas. On suppose aussi
qu'il n'y avait pas de discrimination au cours des carrières, qu'il y avait une égalité de chance. On dit que les femmes avaient une carrière interrompue, mais elles étaient peut-être licenciées parce qu'elles étaient enceintes. J'entends tout le temps qu'il y avait des choix, mais ce n'était pas toujours un choix. Notre recherche le démontre aussi, sont souvent les ouvrières, les femmes avec peu d'éducation qui étaient plus vulnérables pour de telles formes de discrimination. Encore une autre assumption, et là je vais aller un peu plus loin, le salaire est une indication correcte de ta contribution à la société. C'est ce que j'ai déjà entendu ici aujourd'hui. Il y a d'autres manières pour être productif dans la société. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le reconnaît suffisamment? Et c'est un peu dangereux parce que je ne peux pas me prononcer pour les points dont on vient de parler, à savoir plus de reconnaissance pour les soins. Donc je sais que c'est un point extrêmement pénible. Mais donc, un certain nombre de points ont déjà été mentionnés aujourd'hui par le professeur Botin. Il faut parfois se poser des questions. Que faisons-nous, par exemple, des soins en dehors de la famille? Certains types de soins sont reconnus. Par exemple, j'ai des amis qui ont commencé à s'occuper d'un voisin âgé, mentalement handicapé. Eh bien, ça ne correspond pas au système. Aussi, les soins en dehors des périodes reconnues. Maintenant, on a les congés de maternité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tout le monde ne peut pas systématiquement y faire appel. Donc, c'est uniquement reconnu à partir du moment où ça correspond au système. Et puis, le travail des volontaires. Est-ce que les volontaires qui ont fait une différence d'un point de vue sociétal? Évidemment, de nouveau, ça ne correspond pas au cadre des professions moins valorisées. Que faisons-nous avec le personnel de surface, avec ces personnes qui n'auront pas des pensions élevées? Pourtant, ils ont fait un travail très important. La discrimination aussi, les lieux de travail où les femmes ne sont pas nécessairement bienvenues. Il y a vraiment une différence. Il y a des endroits où c'est OK d'être enceinte, dans d'autres endroits, on vous chasse littéralement. Que faisons-nous avec ce type de problème? L'absence d'alternative. On pense souvent qu'à partir du moment où les gens choisissent de vouloir travailler à un salaire élevé, c'est le cas. Ce n'est pas toujours le cas, et pas dans tous les contextes économiques. Parfois, les gens n'ont pas d'autre choix que de travailler à temps partiel parce que c'est pas combinable. Die job alleen maar wordt aangeboden in deeltijd, specifiek in de distributie is het vaak zo. Donc en fait, il y a des choses qui, d'un point de vue du genre, finalement, ne sont pas nécessairement entrées dans le débat sur les pensions. Et si j'en reviens aux conclusions, je pense que les pensions, c'est vraiment quelque chose de très important et que la ministre actuelle y consacre une attention tout particulière. C'est fantastique. Et sans ces pensions de survie, ce sera encore bien plus grave. Et grâce à cela, cela permet d'éviter des écueils. Je ne veux pas dire supprimez-le dans le cadre de l'égalité des genres. Non, parce que le résultat prime aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des notes en bas de page et pendant longtemps, j'ai eu cette discussion, on se disait il vaut mieux chercher un homme qui aura une belle carrière que d'essayer d'avoir, nous, en tant que femmes, une belle carrière. On rigolait souvent parce qu'on disait il vaut mieux épouser un ingénieur civil plutôt que d'investir dans ses propres études. On disait ça parfois pour rire, mais pas tout à fait non plus. Il y avait aussi un fond de vérité. Et ce qu'on voit avec les droits dérivés, c'est que ces femmes qui sont protégées, ce ne sont pas les femmes qui ont contribué. Elles ont épousé un mari
par contre, qui a beaucoup contribué. Et donc, elles sont 2 fois assurées, d'abord pour elles-mêmes, mais aussi en cas de décès, de nouveau pour elles. Et vous allez dire c'est une distribution inégale dans la famille, mais il y a une catégorie de femmes qui finalement a contribué et qui a moins d'argent en termes de retraite que des femmes qui n'ont pas travaillé. Donc là aussi, on peut se poser des questions. Donc j'ai mis un point d'interrogation. Est-ce qu'il faut une solidarité imposée entre les catégories de femmes, qui a plus, qui a moins? Il y a un problème, c'est pas toujours juste. Et alors encore un autre bémol, le genre est souvent lié à la dimension familiale. On n'est pas une femme quand on a des enfants. Et aujourd'hui, je trouve que ça a encore été. Mais souvent, donc, les femmes et les pensions, on se dit, qu'en est-il de la dimension familiale? Alors qu'en fait, quand on regarde les carrières des femmes, c'est bien plus complexe aussi, les attentes qui changent. Et ça veut dire une autre vision sur les droits et les obligations. Et donc, si vous ne vous êtes jamais senti responsable du revenu, et que tout le monde vous l'a dit d'ailleurs en tant que femme, d'ailleurs c'est ce que vous êtes censé faire, hein, vous êtes censé travailler à mi-temps parce que vous devez être là pour les enfants. Et votre mari doit s'assurer du revenu. Et après, vous en payez le prix parce que les attentes ont changé au fil du temps. Mais bon. Je pense que je vais conclure. Donc, pour conclure, il n'y a pas des solutions faciles. Et donc, je pense que les gens n'ont pas pour intention de garder ces inégalités, mais on voit que le système n'a pas été repensé à partir de l'égalité du genre. Et aussi, la dimension sociale n'est pas suffisamment tenue en compte. On tient trop compte de la responsabilité individuelle. C'est culpabilisant. Vous n'aviez qu'à. Vous n'aviez qu'à faire carrière, vous n'aviez qu'à ceci, vous n'aviez qu'à cela. Il n'y a qu'à. Mais c'est après coup. C'est un contexte donc plus large. Et puis aussi la justice sociale. Et la ministre le sait, hein, un système de sécurité sociale ne peut pas copier les inégalités, mais ne peut pas non plus les renforcer. Ça, c'est le principe que nous devons mettre en œuvre. Voilà. Oui, sur les pensions de divorce dans le passé, souvent en cas de divorce, le non-paiement des pensions complémentaires, surtout pour les cadres, et qu'il y avait une procédure devant les tribunaux selon laquelle la femme aurait droit à avoir une partie de cette pension complémentaire, mais apparemment c'est une donnée individuelle et c'est nominatif. Et dans le passé, il y a eu des décisions du tribunal en disant que la pension complémentaire était individuelle et donc qu'elle n'avait pas le droit. Est-ce que vous suivez cela? Et est-ce qu'il y a eu une amélioration maintenant dans les décisions des tribunaux? Parce que je suis aussi, effectivement, j'étais dans la gestion du Conseil des pensions de Descartes et on a suivi ça de très près. Il y a des juristes qui pourront en parler très très longuement et j'ai des connaissances limitées en la matière, mais je pense que en principe, les droits devraient être répartis, mais ce n'est pas simple. Voilà, ça va être ma réponse.